Bonjour, donc dans la première vidéo, on s'était arrêté au moment où on décrivait la structure sarcomérique à l'échelle de la cellule. Et donc, on va maintenant voir les éléments plus moléculaires, au niveau vraiment des éléments qui sont les acteurs de la contraction, et donc au niveau de ce qu'on appelle les myofilaments fins, myofilaments épais. Alors, comme vous le voyez sur la diapositive, les myofilaments épais sont formés de myosine. En fait, cette myosine, on la retrouve dans la cellule sous différentes formes, les myosines de type 2 et la myosine de type 1. Vous avez sur ce schéma repris, par exemple, la myosine de type 1. Je ne vais pas la développer. C'est une myosine qu'on retrouve comme transporteur, par exemple, dans tous les types cellulaires quasiment d'un certain nombre d'organites, de vésicules, etc. Ce qui va nous intéresser dans la cellule musculaire, c'est la myosine de type 2, que vous avez ici, qu'on retrouve là, est une myosine en fait qui correspond, le filament épais plutôt, correspond à l'assemblage de molécules qui sont en fait formées de deux chaînes lourdes qui sont identiques, qui vont s'entrelacer l'une avec l'autre pour former un axe torsadé, avec à l'extrémité de cet entrelacement une partie beaucoup plus globulaire qui va sortir de l'axe et qui va former une tête double. Et au niveau de cette tête, on va avoir en fait trois éléments importants. Tout d'abord, un site de fixation pour l'actine, et c'est l'interaction entre l'actine et la myosine qui permettra la contraction, et vous le verrez plus en détail dans l'UE3. Il y a un site de fixation pour l'ATP, l'ATP étant la source d'énergie qui va permettre justement de faire un pivotement de cette tête qui expliquera le phénomène de contraction à l'échelle moléculaire. Et ensuite, une activité ATPasique qui est capable du coup d'hydrolyser cet ATP qui s'est fixé sur cette tête de myosine. Et c'est l'hydrolyse en fait de l'ATP qui libère par coupure de la liaison phosphate de l'énergie qui va être emmagasinée pour justement réarmer entre guillemets cette tête de myosine qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Donc vous retrouvez en fait cette myosine de type 2 associée donc, pour former ce filament fin ici à ce niveau-là. En ce qui concerne les filaments épais, en ce qui concerne les filaments fins, eh bien, les filaments fins sont majoritairement composés donc, de ce qu'on appelle de l'actine G, qui est en fait une molécule polypeptidique qui a une forme globulaire. Et en fait, la polymérisation de cette actine G va donner une actine F, donc un aspect filamenteux. Et on va se retrouver avec l'accolement de deux polymères d'actine G qui vont former une double hélice, que vous retrouvez ici en orange, qui va elle-même s'associer avec la tropomyosine que vous avez en vert sur le schéma. Et cette tropomyosine va être un câble, si vous voulez, supplémentaire qui va donner un renforcement à ce filament fin, à cette actine. On va ensuite trouver la troponine, on vous en reparlera là aussi à l'UE3, qui va être formée de trois sous-unités, la sous-unité I, C et T, une qui est fixée à la tropomyosine, une autre qui va fixer le calcium, C, la troisième qui est inhibitrice. Cette troponine joue en fait le rôle de régulateur de la liaison entre l'actine et la myosine. La tête de myosine n'a qu'une envie, c'est de venir se fixer sur un site de liaison de l'actine. Et en fait, c'est plus ou moins autorisé par la présence de la troponine elle-même associée à la tropomyosine. C'est en fait le calcium en venant à ce niveau-là qui modifie stoichiométriquement, ou on va dire dans l'espace, en fait, conformationnellement parlant, la position de la troponine et de la tropomyosine et qui régule in fine, la liaison de l'actine et la myosine. On va ensuite trouver la tropomoduline. Cette tropomoduline va, elle aussi, jouer un rôle, elle est à l'extrémité, donc, de maintien et de stabilisation de la longueur finale des filaments fins. Et en fait, c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, sans trop entrer dans les détails, mais ces filaments, les filaments épais, les filaments fins, par l'intermédiaire de certaines structures, l'alpha-actinine, etc., vont être reliés à la membrane basale qui entoure la cellule. Et donc, il faut toujours avoir une vision, je dirais, intégrée, qui est que même si on a des phénomènes de contraction qui se situent au niveau d'organites à l'intérieur d'une cellule musculaire, eh bien, il faut imaginer ça avec des répercussions sur l'ensemble du muscle parce que tous les éléments sont reliés les uns aux autres. Chaque sarcomère, par certaines structures dédiées, va être relié à la membrane plasmique de la cellule qui elle-même va être reliée à la matrice extracellulaire qui l'entoure, aux autres cellules avoisinantes. Et de cette façon, en fait, on aura vraiment une intégration du phénomène de contraction à l'échelle globale du muscle. Alors, autre élément important de ces cellules musculaires, on l'avait dit un petit peu en intro dans la première vidéo, c'est le système sarcotubulaire, le système du réticulum sarcoplasmique. Alors en fait, lorsqu'on regarde la cellule, on retrouve au niveau membranaire des invaginations, c'est ce que vous avez ici en jaune, comme si vous aviez appuyé avec le doigt sur la membrane et que vous aviez fait
pas un trou, mais on va dire une dépression dans la membrane. Cette invagination correspond à ce qu'on appelle un tubulanté, le système des tubulantés ou des systèmes de tubules transverses. Et en fait, ces structures, la lumière de ces structures est en continuité ici avec le liquide extracellulaire qui va remplir là aussi ces tubulantés. Et ces tubulantés, on va les retrouver localisés à la jonction entre les bandes sombres et les bandes I. Dans le cadre de ces cellules striées squelettiques, ce serait un petit peu différent. Dans le cardiomyocyte, ce serait à l'aplomb des strisènes. Alors, au niveau donc, de l'intérieur de la cellule intracellulaire, on va trouver donc, ce que vous retrouvez en violet, un réticulum sarcoplasmique longitudinal, qui est en fait très abondant dans ces cellules striées squelettiques et qui est formé d'un réseau de canalicules et de saccules, en fait des tubes, on va dire, plus ou moins allongés, ces canalicules qui sont renflés à leur extrémité sous forme de saccules et qui forment un réseau interconnecté très important qui va donc être renflé à la partie terminale au niveau du tubulanté pour former ce qu'on appelle des citernes. Et donc, dans un rhabdomyocyte, on va avoir un tubulanté qui va être associé à 2 citernes de chaque côté. Vous retrouvez notre schéma à ce niveau-là et qui va former ce qu'on appelle une triade. Ça, c'est une triade. Et en fait, ce système, ce réticulum sarcoplasmique très abondant, eh bien, en fait, c'est un gros réservoir à calcium. Donc là, le rhabdomyocyte est caractérisé par une quantité, un stockage important du calcium à l'intérieur du cytoplasme. Et c'est ce calcium qui va permettre, lors de la contraction, eh bien, de permettre l'interaction entre l'actine et la myosine et au final d'avoir la contraction par glissement des filaments fins sur les filaments épais. Vous le reverrez donc dans l'UE3. Et donc, ce calcium est primordial pour la contraction. Et donc, le rhabdomyocyte, eh bien, tout son calcium, il le stocke dans ce réticulum sarcoplasmique. Et donc, on a des navettes, des va-et-vient entre le calcium qui sort lorsqu'il y a une stimulation nerveuse de la cellule dans le cytoplasme, qui interagit avec la troponine, ou inversement, qui vient se restocker dans ce réticulum sarcoplasmique. Alors ensuite, autre élément qui explique ces phénomènes de contraction, la relation excitation-contraction, c'est le fait qu'au niveau de ces tubulantés, on va trouver un certain nombre de récepteurs. Plus particulièrement, on va trouver ce qu'on appelle des canaux calciques voltage dépendants récepteurs à la dihydropyridine. Ils vont être activés dès lors qu'on aura un signal électrique, un influx nerveux qui va se propager sur la membrane, il va rentrer à l'intérieur du tubulanté, il va stimuler ces premiers récepteurs, vous le reverrez aussi. Et ces récepteurs vont être eux-mêmes couplés à des récepteurs localisés sur le réticulum sarcoplasmique, qu'on appelle des canaux calciques récepteurs à la ryanodine. Et donc, c'est le couplage entre des récepteurs à l'intérieur du tubulanté, les récepteurs à la dihydropyridine, avec des récepteurs du réticulum, les récepteurs à la ryanodine, qui va expliquer que vous aurez cette sortie de calcium du réticulum qui permettra la contraction donc, musculaire. Alors, ces cellules musculaires, il y a différents types. Si on schématise à ce stade, en fait, c'est un petit peu plus précis, mais grosso modo, on a 2 grands types de cellules, les cellules de type 1 et les cellules de type 2, ce qu'on appelle aussi les fibres rouges et les fibres blanches, sachant que les fibres 2, on peut les dissocier maintenant en 2A, 2B, mais très caricaturalement parlant, on peut dire qu'on a 2 grands types. Les fibres rouges et les myocytes de type 1, ce sont en fait, des fibres qui vont être caractérisées, ce sont des fibres de petit calibre, qui sont caractérisées par une contraction lente. En fait, ces cellules vont surtout jouer un rôle dans le maintien de la posture. Ce sont des cellules qui présentent beaucoup de mitochondries et qui vont en fait produire de l'énergie par l'intermédiaire de la glycolyse aérobie. Autrement dit, ce sera des cellules qui seront très économes et c'est ce qu'on leur demande parce que finalement, comme elles vont être impliquées dans la posture, eh bien, il faut qu'en permanence, on puisse tenir toute une journée notre posture sans que les fibres ne se fatiguent. D'où l'intérêt de fonctionner en aérobie et d'avoir tout l'équipement en rapport, beaucoup de mitochondries, une grosse vascularisation qui permet d'amener les nutriments, l'oxygène, etc. Des gouttelettes lipidiques parce que les lipides sont utilisés comme système de production d'énergie, comme carburant en fait pour ces cellules. On a de l'autre côté les myocytes de type 2 qu'on appelle aussi les fibres blanches, qui sont des fibres en fait à contraction rapide, ce sont des fibres de gros calibre et qui interviennent en fait dans les mouvements. Ces cellules de type 2, ces myocytes de type 2 sont en fait des cellules qui utilisent plutôt la voie anaérobie glycolytique, ce qui fait qu'elles sont caractérisées par une fatigabilité beaucoup plus importante que les précédentes. Donc elles pourront faire des efforts beaucoup plus rapides, beaucoup plus réactionnels, mais par contre
avec le prix à payer, on pourrait dire, c'est une fatigabilité importante. Et dès lors, on retrouve beaucoup moins d'éléments impliqués dans la voie aérobie, c'est-à-dire beaucoup moins de mitochondries, une vascularisation moins importante, beaucoup moins de lipides, mais par contre, des enclaves de glycogène importantes, parce que le glycogène va être l'élément de réserve énergétique de ces cellules. Alors ensuite, on les différencie aussi, et notamment les 2A et les 2B, par la présence d'activités enzymatiques plus ou moins importantes. On peut le caractériser sur coupe, par exemple, avec des activités ATPasiques qui vont varier en fonction du pH, la présence d'un ADH, la présence de certains cytochromes oxydases, ou par certaines colorations. Par exemple, on peut faire du noir Soudan qui permet de mettre en évidence les différences de lipides entre les deux types cellulaires. Deuxième type de cellules musculaires striées, le cellule musculaire striée cardiaque. Alors, ce tissu musculaire strié cardiaque, vous le connaissez implicitement, hein, c'est ce qu'on appelle le myocarde. Le myocarde, vous avez un cœur qui vous est représenté ici, eh bien, c'est ce qui correspond à la plus grande majorité du cœur, c'est-à-dire le muscle cardiaque qui va être localisé entre à l'extérieur ce qu'on appelle donc l'épicarde et à l'intérieur ce qu'on appelle l'endocarde, autrement dit, qui va tapisser cet endocarde l'intérieur des cavités du cœur. Alors, ce myocarde, il va être constitué donc ce cœur, à l'intérieur, on va avoir des renflements que l'on va pouvoir observer, on les voit ici sur le dessin, qui correspondent à ce qu'on appelle les trabécules charnues, donc ça c'est sur la partie endocardique. Et ensuite, donc, on trouve ce myocarde qui va être formé de cellules contractiles, des cellules musculaires, qui correspondent à ce qu'on appelle les cardiomyocytes. Ces cardiomyocytes vont être enchevêtrés, je dirais, à l'intérieur d'un tissu conjonctif qui forme un genre de squelette interne au cœur, qui est formé de fibres de collagène, de fibres élastiques, et on retrouve là aussi d'autres cellules, comme par exemple les adipocytes. Et à côté de ces cardiomyocytes, on va trouver d'autres types de cellules dont on dira deux mots. Les cellules cardiolectrices, qui forment ce qu'on appelle le tissu nodal, le tissu qui permet l'excitation du cœur, en fait, qui pilote électriquement l'activité du cœur, et des cardiomyocytes amyo-endocrines, autrement dit des cardiomyocytes qui ont une activité endocrinienne, qui vont sécréter une substance qui va pouvoir agir à distance au niveau de l'organisme. Alors, si on évoque les cardiomyocytes, ce sont des cellules striées, donc qui vont présenter des analogies avec les cellules qu'on a vues précédemment, les rhabdomyocytes. Ce sont des cellules qui sont uninucléées, classiquement, elles ont un noyau, même si on sait maintenant qu'on peut trouver d'autres cardiomyocytes avec 2 ou 3 noyaux, mais on va retenir que ce sont des cellules uninucléées, plus petites que les rhabdomyocytes, mais ça reste quand même des cellules qui sont de taille assez importante, hein, à peu près une centaine de microns de long, et qui vont être caractérisées par la présence qu'on appelle des stries scalariformes. On parle aussi de disques intercalaires. Vous les distinguez sur le schéma ici, et on va mieux les voir dans deux diapositives. Cette diapo, simplement pour vous représenter la paroi, vous avez le myocarde qui est à ce niveau-là, qui n'a pas été représenté dans son intégralité parce qu'en proportion, ce serait beaucoup plus important. L'endocarde, partie interne à ce niveau-là, et l'épicarde, partie externe à ce niveau-là. Là, on aurait le péricarde et donc un espace plus ou moins virtuel entre les deux qui entoure le cœur. Donc, ces stries scalariformes, comme je vous le disais, vous les avez ici. Là, vous avez une image en microscopie électronique où vous distinguez les cellules striées. Et donc, les stries scalariformes, ce sont ces jonctions entre deux cardiomyocytes voisins qui correspondent en fait à un aspect un petit peu irrégulier, ces disques intercalaires, avec des segments qu'on appelle longitudinaux, qui sont dans le sens de l'axe des cellules, des segments transversaux qui sont au contraire orientés perpendiculairement aux cellules. Et si on regarde ces segments, eh bien, on constate qu'on n'a pas du tout le même équipement. Au niveau des segments transversaux, on peut noter la présence de desmosomes qui correspondent ici aux flèches blanches et de fascia adhérens qui correspondent aux flèches noires. Et donc, globalement, ces segments transversaux, à travers ces desmosomes qui sont associés aux filaments du cytosquelette et les fascia adhérens qui sont associés aux filaments d'actine, eh bien, jouent un rôle dans le couplage mécanique des cellules entre elles. Au niveau des segments longitudinaux, par contre, on va pouvoir noter la présence de jonctions communicantes, qui sont représentées ici, qui sont illustrées où il y a les flèches noires, jonctions communicantes qui vont exprimer un certain nombre de connexines, connexine 43, connexine 45, etc., et qui vont donc jouer un rôle de couplage électrique des cellules. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de ces connexines, on pourra avoir des transferts d'ions et qui permettront à la cellule A de faire passer une stimulation électrique par l'intermédiaire de ce transfert de charge à une cellule B, et donc on aura ce couplage qui se fera à ce niveau. Alors, on retrouve dans ces cardiomyocytes donc une organisation sous forme de sarcomère, qu'on ne va pas redétailler, c'est la même qu'on avait vue précédemment au niveau du rhabdomyocyte. On retrouve donc
la bande A, les bandes I de part et d'autre, de demi-bande I, les strisèdes, la ligne M, la zone H. On retrouve la titine, un certain nombre de protéines qui peuvent être spécifiques des isoformes particuliers du cœur par rapport aux rhabdomyocytes, mais globalement, on retrouve les mêmes protéines, on retrouve la tropomyosine, on retrouve la troponine avec ces 3 sous-unités, même si certaines sont spécifiques, la tropomoduline, on retrouve la myomésine qui est associée donc à la titine, de même qu'on va retrouver MYBPC, même si c'est une forme cardiaque à ce moment-là. On va retrouver donc des protéines de stabilisation des filaments fins, comme la nébulette. On avait l'équivalent dans le rhabdomyocyte, qui était la nébuline. Bon, la différence, c'est que la nébulette est un petit peu plus petite que la nébuline, mais grosso modo, ça revient là aussi au même. Et ces fascia adhérence, avec ce couplage, je vous disais précédemment, mécanique, entre les filaments d'actine qui vont pouvoir venir se connecter donc, au niveau de ces fascia adhérence dans les disques intercalaires. Je finirai avec cette illustration où vous retrouvez ici un cardiomyocyte A, un cardiomyocyte B, le disque intercalaire avec les segments longitudinaux et les segments transversaux, avec le couplage mécanique par l'intermédiaire des structures type desmosome, etc., et les jonctions communicantes qui permettent le couplage électrique entre 2 cellules. On retrouve l'organisation sarcomérique à ce niveau-là, et le système des tubulantés que l'on avait évoqué tout à l'heure, avec un réticulum sarcoplasmique qui est présent là aussi. Ce réticulum sarcoplasmique, enfin, ce système des tubulantés va être aligné au niveau des strisèdes, petite différence avec le rhabdomyocyte. On aura en fait un réticulum sarcoplasmique avec des citernes qui seront associées aux tubulantés, mais sous forme de dyades, c'est-à-dire qu'on a une citerne avec un tubulanté par rapport à précédemment où on avait des triades. Et ensuite, on va retrouver à l'intérieur du tubulanté des canaux calciques voltage dépendants, récepteurs à la dihydropyridine couplés avec des canaux calciques récepteurs à la ryanodine sur le réticulum sarcoplasmique. C'est ce tandem-là qui va permettre de faire la contraction, notamment en jouant sur les flux de calcium. Et ensuite, on aura tout un tas d'éléments au niveau de la membrane, comme je l'avais évoqué dans le rhabdomyocyte, qui permettront de faire le lien entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule par des complexes transmembranaires de différents types et qui permettent finalement de transduire un effet de l'intérieur d'une cellule donc à l'extérieur de la cellule. Voilà, on va continuer sur un autre enregistrement en essayant de voir un petit peu les autres types de cellules que l'on retrouve dans le cœur.